Bon, allez, on va expliquer les jeux maintenant. Oui, bah tiens, attends, regarde, hop, Quoi? voilà, là, voilà, prends ça comme ça, très bien. Mais d'accord, mais c'est très bien, mais C'est bien là? j'explique des jeux moi quand même. Oui, un tu moment. vas expliquer des jeux, ouais. Ça ok. va, là, on est dans le cadre ou Je pense pas? que c'est pas mal. Bouge pas. Ouais, bouge pas. Vous êtes dans le cadre, mais moi. Oui, Oui. non, mais t'inquiète. T'inquiète, Bouge pas. ouais. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Je sais pas où mettre le micro en fait. Alors je vais le mettre comme ça. C'est pas trop ridicule, Alex? Non, ça va. Ça va, c'est classe? Ça va. Ok, tu tiens bien la caméra? Oui. Cette vidéo commence et cette semaine on n'a pas grand chose à vous dire en intro, si ce n'est que vous allez retrouver un focus sur Griffonfon. Griffonfon à la fin de cette vidéo. Alors, on vous l'avait déjà dit la semaine dernière, on s'était trompé, c'est cette semaine, tout va bien, le planning est au top. Et on va commencer un petit peu les nouveautés de cette semaine. Tu vas pouvoir effectuer un travelling arrière comme ceci, puisque nous allons commencer avec Overboss. Overboss, c'est un jeu de placement de tuiles. J'ai particulièrement apprécié, vous pouvez le voir, il y a la petite recommandation de moi-même avec cette coupe de cheveux qui n'est absolument plus actuelle. Non. C'est un jeu de Aaron Musburn et Kevin Russ. Yes. Voilà, avec ce magnifique accent. Et donc, c'est un jeu dans lequel vous allez construire votre domaine de grand méchant, puisque vous êtes un grand méchant de jeux vidéo. Il y a plusieurs modes de jeu, donc je vais vous expliquer les modes de jeu de base et après je vais vous expliquer un petit peu les modes de jeu avancés. De base, on va voir ce côté-là du plateau qui est en 4x3. Si on peut jouer en mode un peu plus avancé, il y a un 4x4 de l'autre côté. Et on va remplir ce plateau avec les terrains que nous allons récupérer ici, ainsi que les monstres et autres petits objets bonus qui vont vous aider. À chaque début de partie, on va choisir 5 types de terrains. Donc nous voyons ici que nous avons les cimetières, grottes, marécages, campements et forêts. Mais il y en a plein d'autres dans la boîte qui viennent chacun avec leur type de monstre. Donc par exemple dans les cimetières, vous allez trouver les squelettes, dans les grottes, vous allez trouver les dragons, etc. Les dragons d'or d'ailleurs. Ça offre énormément de rejouabilité parce que vous allez voir que le type de terrain a une grande importance, notamment au niveau du scoring, vous vous en doutez. Et sinon, comment est-ce que ça se joue? C'est très simple. Il va y avoir un marché de 4 terrains associés à une petite tuile de monstre ou de petite tuile particulière comme ceci. Quand c'est mon tour, je vais choisir une association. À ce niveau-là, ça rappelle vraiment Cascadia. Voilà, pour ceux qui connaissent Cascadia, c'est vrai que on peut faire vraiment le point, le rapport à ce niveau-là, mais le reste est totalement différent. C'est très simple. Admettons, je choisis ce terrain-là. Je vais avoir donc le cimetière et l'espèce de petit gobelin des bois. Je peux le placer où je veux. Alors par défaut, je dois mettre le monstre à l'emplacement que je viens de placer. Mais il se peut plus tard dans le jeu que vous ayez des monstres de côté ici dans votre petite zone en attente. Et si c'est le cas, j'aurais pu par exemple le remplacer et mettre, hop là, ici, le squelette dans le cimetière. Mettre le squelette dans le cimetière, c'est une bonne idée, vous vous en doutez, puisque c'est le même type, ils viennent ensemble, et donc c'est un point supplémentaire en fin de partie, ça c'est toujours bienvenu. Autre moyen de faire des points, qui sera toujours le même d'une partie sur l'autre, ça va être de faire des suites de 3 monstres d'un même type. Ici nous avons 3 monstres d'un même type, alignés, ça fait des points. Et ensuite, ça va être les types de terrain qui vont vous faire des points selon telle ou telle condition. Donc sur les cimetières, il faudra être en majorité. Ici, nous avons les campements. Vous voyez que sur les campements, il y a des petits drapeaux comme ceci. Il faudra avoir des drapeaux différents. Parce que si vous prenez 2 campements avec le même drapeau, malheureusement, ça ne sert à rien. Les grottes doivent être à côté des montagnes pour les valoriser. Les marécages à côté de l'eau ou à côté d'autres marécages. Donc là, ils sont vraiment super valorisés parce qu'ils sont à côté l'un de l'autre et à côté de l'eau. Et ainsi de suite. Donc ça, comme dans tout jeu de poste de tuiles, vous allez un petit peu vous prendre la tête pour essayer d'agencer tout cela. Mais ce qui va rendre le jeu original, déjà, on va avoir des tuiles un petit peu particulières, comme les donjons. Donc les donjons, quand vous le prenez, déjà vous mettez le monstre de côté. C'est ce qui va vous permettre plus tard de faire des petits changements remplacement de monstres. Ils vont faire gagner un point par type de terrain différent autour d'eux, et il y a toujours les donjons. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des donjons. Ensuite, on va avoir les monstres comme ceci, parce que je vous ai dit, donc il y a des petites tuiles comme ceci de monstres, mais pas que. On va également trouver les cristaux, les diamants, on va dire les cristaux. Quand vous prenez un cristal, vous le mettez hop là dans cette zone, ce cristal me dit que je gagne un point par type, comme ceci, campement. Et il y a la même chose pour les forêts, etc. Okay. On va avoir le portail, par défaut il est activé, et je peux l'utiliser pour inverser 2 monstres sur le plateau, ça va permettre de les agencer mieux. Voilà, donc vous saisissez la profondeur de Overboss. Les petites couches supplémentaires sont, et elles ne sont pas des moindres parce que je trouve que c'est ce qui rend vraiment le jeu très intéressant. On va pouvoir avoir un boss en début de partie. En gros, c'est vous, c'est votre personnage, c'est le grand général de l'armée de méchants.
admettons j'ai Porcus, eh bien je vais le garder face cachée. Donc c'est j'allais dire un petit côté identité cachée, c'est exagéré, mais enfin c'est un peu ça l'idée, puisqu'il va avoir un moyen de scorer supplémentaire qui est secret. Donc bah, évidemment, le mieux c'est d'essayer de le garder secret, parce que quand on connaît bien le jeu, on peut essayer de deviner ce qu'ont les autres suivant ce qu'ils prennent sur leur plateau. Et en plus de ça, à tout moment, quand c'est votre tour, vous allez pouvoir, clac, le révéler pour faire un pouvoir qui est bien spécifique à ce monstre. En général, les pouvoirs sont assez game changer, il faudra le sortir au bon moment. Et en plus de ça, bah, une fois que vous avez dévoilé votre monstre, évidemment, les autres joueurs, ils savent un petit peu ce qui peut vous intéresser, donc ils pourront vous bloquer un peu plus facilement. Et pour terminer, on va avoir les cartes de commandement comme ceci. Les cartes de commandement, elles vont vous demander de faire des séquences en fait, bien précises sur votre plateau. Ça vous donne le droit donc de prendre la carte de commandement et ensuite de l'utiliser pour faire un pouvoir. Pouvoir qui évidemment va servir à intervertir, remplacer des choses sur votre plateau. Donc Overboss, bah, c'est somme toute un jeu de poste de tuiles avec une base assez classique, peut-on dire, mais qui a quand même tous ces petites couches supplémentaires, tous ces petits modules, et puis évidemment bah, cette charte graphique en 16 bits. Moi, évidemment, ça a marché avec moi ce genre d'univers. Je ne doute pas que parmi vous, il y en a à qui ça peut parler. D'ailleurs, je parle de jeu de placement de tuiles depuis tout à l'heure. Il faut savoir que l'un des deux auteurs, Kevin Russ, c'est l'auteur de Calico, le jeu avec les petits plaids et les petits chats trop mignons. Ok. Voilà. Juste à côté de ce magnifique îlot central, de cette magnifique boutique toute neuve et toute réaménagée récemment, c'est Valbara de Olivier Sipierre. Olivier Sipierre, nous l'avons connu précédemment et récemment d'ailleurs, puisqu'il a fait Happy Families, qui est un petit jeu de la gamme Loki chez Yellow, voilà, petit jeu enfant. Donc Valbara, c'est un jeu Studio H. C'est un jeu dans lequel vous allez récupérer comme ceci des cartes de territoire. Ces cartes de territoire, au moment où vous allez les récupérer, elles vont vous faire gagner des points selon certains critères bien particuliers. Alors ça peut être des critères très simples, comme par exemple les forêts vous font gagner des points bruts. Ici, si je récupère la forêt, c'est 3 points. Ou ça peut être des choses un peu plus alambiquées. Par exemple, ici, on va avoir les prairies avec les fleurs. Je gagne 1 point par prairie chez moi et chez mon voisin immédiatement de gauche et de droite. Puisque dans le jeu, le positionnement vis-à-vis de vos voisins va être intéressant pour bien des raisons. Ces cartes, on ne va pas les prendre n'importe comment. Déjà, on va les prendre ici dans la première ligne, la deuxième ligne servant à anticiper ce qui va arriver, mais aussi on va pouvoir agir un petit peu dessus, vous allez le voir. On va chacun commencer avec notre paquet de cartes. Hop là. Ce sont les personnages. On va tous avoir les mêmes personnages, mais on va pas forcément évidemment les jouer tous ni dans le même ordre, puisque comme je vous l'ai dit, on va prendre 9 terrains, bah on va jouer que 9 personnages sur les 12, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu confirmes Alex? Ok. Tout à fait. Ces personnages, ils ont une valeur. Eh bien, c'est une sorte de valeur d'initiative. En fait, on va chacun choisir un personnage, hop, comme ceci. Une fois que tout le monde a choisi 1, 2, 3, on révèle, et on va regarder les joueurs qui ont valeur la plus basse, qui vont aller donc se servir en premier, et ensuite on va remonter vers des chiffres croissants. Donc évidemment, si vous avez mis une grosse valeur, vous risquez fortement de vous servir en dernier. Pardon, je précise qu'on n'a que 5 cartes au début de la partie. On n'a que 5 cartes en main tout le temps. À chaque fois que vous allez jouer Exactement. un personnage, bah vous allez en repiocher. Voilà, Vous on aurez toujours mélange le choix entre 5 et on personnages pioche 5 cartes. et 3 qui ne seront pas joués à la fin. Comme ça, vous savez tout. Il n'y a pas énormément de règles, c'est là où le jeu brille quand même. Et c'est vrai que c'est particulièrement simple à prendre en main. Les premiers tours, c'est un peu random, évidemment, on ne sait pas trop ce que vont choisir les autres. Nous-mêmes, on va un petit peu constituer un petit peu au hasard avec ce que le jeu veut bien nous offrir, en fait, tout simplement. Mais très rapidement, au bout du troisième, quatrième tour, on va dire, bah, tout de suite, vous savez un petit peu dans quelle stratégie se lancent les autres joueurs, puisqu'il va y avoir des collections à faire. Il y a certains lieux qui vont vous faire gagner des points de manière exponentielle, comme les prairies. Enfin, Les plaines, du coup. Les plaines, j'ai déjà dit prairie, ça peut pas être prairie. Vous gagnez 2 points à chaque fois que vous en prenez une par prairie pleine que vous procédez. Donc au début c'est que 2 points, puis 4, puis 6, et ainsi de suite. Sachant qu'il y a des personnages qui vont valoriser ça en plus de ça. Donc voilà, on dévoile, je reprends, j'en étais, clac. On va regarder par ordre de priorité qui va se servir, mais quand c'est votre tour, quand votre personnage va s'activer, avant de récupérer une carte, vous allez faire un petit pouvoir. Par exemple, le charpentier, donc qui a une initiative de 5, vous dit gagner 3 points par forêt dans votre domaine. Forêt qui déjà de base font des points bruts. Oui. Si on est très malin, si on est un peu chanceux, on va vraiment pouvoir faire des points de manière exponentielle, notamment quand on va aller vers ce genre de terrain, ça peut faire très mal, et là ça va être l'intérêt des autres joueurs d'essayer de vous bloquer tout simplement. Donc voilà, Valbara c'est le petit nouveau de Studio H, je ne l'ai pas dit mais c'est un jeu pour 2 à 5 personnes. Il est indiqué des parties de 25 minutes, ouais, complètement. Oui, à partir de 10 ans, j'approuve aussi parce que, on vous l'a dit, là, voilà, les règles vraiment brillent par leur simplicité. Et un petit format et petit prix aussi, il faut le dire. On va continuer par ici. Hop.
On va rester dans les petits prix parce que Shinkansen, alors on vous parle pas forcément des prix hein, ici dans les vidéos, c'est pas l'intérêt, mais enfin ça fait toujours plaisir franchement quand on a un beau jeu de strat avec un prix accessible, et là pour le coup c'est le cas de Shinkansen Tserokei, j'espère que à nouveau je le prononce bien, Ginette Durand. Un jeu de Shei S et Isra C. C'est un jeu qui a une thématique bien précise, puisque nous allons jouer de 1959 à 1964. On va jouer 5 manches qui donc correspondent à une année de la vie réelle, puisque ce sont les années durant lesquelles, au Japon, il a été construit le Shinkansen, donc c'est le train à grande vitesse. C'est un peu l'équivalent de notre TGV, mais façon japonaise, donc 1000 fois plus rapide, 1000 fois plus efficace. Bien sûr. Parce que les trains, c'est un peu leur truc. On peut le dire. Il me semble que ça faisait rejoindre Osaka et Tokyo. Peut-être que je dis une grosse bêtise. Mais enfin, je regarde surtout par rapport au plateau que j'ai sous les yeux. Mais je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, pourquoi elle a été construite cette ligne? Parce que c'était les Jeux Olympiques. Et donc, vous allez participer à la construction des rails qui vont donc s'arrêter dans les différentes villes sur la route. Donc, on a Ashima, on a Maibara, on a Kyoto, etc. On va également participer à la construction des stations, les gares, mais on va également participer à la construction des lieux qui vont accueillir les JO. Par défaut, hop là, j'ai fait tomber le micro. Mince. Je vais le garder comme ceci dans la main. Très bien. Et en plus, j'ai l'air vachement plus intelligent et je peux faire la voix suave. Par défaut, vous allez avoir votre train qui au début n'a que la locomotive et le queue de train, la queue du train. La fin du train. Il y a le début et la fin du train. C'est comme ça qu'on reconnaît un train, c'est parce qu'il a un début et une fin et qu'il se déplace. Bref. Ça vous donne vos actions de base, mais vous allez récupérer d'autres cartes qui vont venir se glisser entre les deux. Donc en gros, vous allez agrandir votre train en quelque sorte, mais surtout en gros, c'est que vous allez agrandir vos possibilités parce que ça va être de nouvelles actions, mais surtout votre moyen de scorer des points. Parce qu'en fait, vous le voyez ici, chaque segment de train est relié à une ville. Donc ici par exemple, c'est Odawara. Je ne connaissais pas cette ville, je la découvre en même temps que vous. Je vais gagner des points ou perdre des points selon comment le chantier a avancé à Odawara. Sachant que ce chantier, donc le chantier c'est à la fois les voies, à la fois les stations et à la fois les chantiers des JO, les autres joueurs peuvent y participer aussi. Donc quand vous faites avancer un chantier, faites attention à ce que ça ne fasse pas gagner plus de points aux autres joueurs que ça vous en ferait gagner. Je perds des points si à Odawara, il n'y a rien. Si c'est la zone, si personne veut y aller, je vais perdre des points. Donc en fait, ce wagon-là va me faire perdre des points en fin de partie. Il ne me fera pas perdre de points si on a au moins quelques éléments. Alors là, je n'ai pas les règles exactes en tête, mais en gros, si on a mis, on va dire, un rail ou une gare, bon, ça va, ça passe. Mais à partir du moment où vous avez mis des rails, une gare, alors quand je dis vous, c'est vous et les autres joueurs, hein, puisqu'à nouveau, la construction va être commune. Si on a commencé à construire un emplacement pour accueillir les JO, et bien là vous allez valoriser. Et donc ce wagon-là, il va faire des points. Donc là, à vous de voir si vous allez vouloir vous spécialiser dans une ville, auquel cas les autres joueurs peuvent le remarquer, ils vont le remarquer, croyez-moi, oui. Ou essayer de tabler un petit peu partout, mais bon, à un moment ou à un autre, il faudra spécialiser un minimum. Donc voilà, en gros, comment est-ce que ça fonctionne Shinkansen Tserokei? Il y a toujours un ou deux jeux de train par an. Il y a toujours des fans de jeux de train. Celui-ci, parce que c'est vrai que les jeux de train, c'est une thématique assez spécifique, oui. Et ça a quand même carrément son public. Celui-ci, il a une thématique encore plus spécifique, et je dois avouer que je trouve ça cool, c'est original, ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 personnes, pour des parties de... Je dirais 45 minutes à 1h15, 1h30, ça dépend toujours de vos joueurs, et à partir de 12 ans, donc on est entre du initié et du expert, hein. C'est du jeu de poste d'ouvrier, mais c'est pas le jeu d'ouvrier le plus complexe du monde non plus. Hop là, j'ai mon petit micro en main, et je crois que je passe la main à Alice. Coucou. Merci Antoine. Hop. Voilà, bon il va pas tomber. Coucou les loulous. Je vous amène pour 3 nouveautés ici même, oui c'est un peu serré, voilà. Découvrez notre nouvel îlot, voilà. C'est bienvenue dans la nouvelle boutique jeux des cartes. Alors on va commencer par Tatsu, le fameux jeu de cartes de chez Matago. On vous avait fait un focus il y a plusieurs semaines de cela. Je vais vous réexpliquer, pas autant en détail que le focus que je vous invite à aller voir. On l'a présenté avec Antoine. C'est un petit jeu de cartes très accessible, ils mettent à partir de 14 ans. Je trouve que c'est accessible bien avant, parce que très sincèrement, c'est un jeu de pli amélioré. Le but est, quand on joue à plus de 2, eh bien, c'est de faire gagner son équipe, tout simplement. Il y a des variantes pour chaque disposition, donc à 2, à 3 et à 4, il y a des variantes, donc c'est jouable parfaitement dans toutes les configurations. Voilà, c'était le mot que j'ai cherché, configuration. Vous allez avoir 2 couleurs,
dans le jeu. Les rouges et les jaunes des esprits, ils vont avoir des valeurs qui vont de 0 à 6, il me semble. J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais je crois que le maximum c'est 6. Et on a quelques cartes spéciales, principalement les fusions et c'est tout, je crois. Comment ça va se passer? Eh bien, chacun va avoir 7 cartes en main qu'on lui aura distribuées aléatoirement, donc ça peut autant être du rouge que du jaune. Mais on va avoir une équipe rouge contre une équipe jaune. Voilà. À votre tour, c'est très simple. Soit vous jouez une carte de votre couleur devant vous, de votre main, soit vous demandez à quelqu'un d'autre, qu'il soit votre adversaire ou votre allié, de jouer une carte de votre couleur. Ok, d'accord. Il joue ce qu'il veut, si c'est quelqu'un d'autre. Donc, il joue, on va dire, eh bien, moi je vais jouer le 2, je suis l'équipe rouge, et le prochain joueur va soit jouer de sa main, soit demander à quelqu'un, etc., etc. Jusqu'à ce que tout le monde ait joué une carte. Voilà, comme un jeu de pli. À la fin, la valeur la plus haute l'emporte. Donc, imaginons que, hop, j'étais face à ça. Eh bien, c'est le joueur qui aura joué, l'équipe jaune qui gagnera ce pli-là. Ok. Voilà, ça se peut que du coup ce soit le joueur rouge qui ait fait jouer cette carte-là. Bien sûr, c'est tout l'intérêt de ta tour. En fait. Exactement. En gros, vous allez avoir des dilemmes de quand on vous demande de jouer pour l'adversaire par exemple, vous allez vous dire ok, est-ce que je lui donne une carte puissante, donc avec beaucoup de valeur, ou est-ce que je lui donne une carte toute pourrie pour qu'il perde le pli. Mais attention, vous voyez, les cartes toutes pourries, c'est des multiplicateurs. Et c'est ça qui va vous faire les points en fin de partie. Fin de partie qui est très simple, c'est quand vous avez plus de cartes en main, voilà. Vous redistribuez autant qu'il faut. Et bien à la fin, les cartes que vous aurez gagnées, par exemple, moi je vous ai dit j'étais l'équipe rouge, à la fin de la partie j'ai gagné tout ça, et bien j'aurai 1, 2, 3 points, pas les valeurs, les valeurs ne servent que à gagner les plis, fois 3, parce que j'ai un multiplicateur de ma couleur. Si j'avais un multiplicateur jaune à la fin de la partie, il me sert à rien. Il m'a juste servi à ne pas le laisser à l'équipe adverse. Bien sûr. Et voilà. Donc vous avez plein de dilemmes. C'est très simple en fait. Vous jouez soit une carte de votre couleur, soit vous demandez à quelqu'un de jouer une carte. Donc voilà. Mais après vraiment la profondeur vient de ces dilemmes de je veux remporter le pli pour ma couleur, mais en même temps si je le fais peut-être que je vais pas avoir de multiplicateur parce que les cartes les plus fortes c'est pas les multiplicateurs, mais je vais le laisser à l'équipe adverse son multiplicateur. Enfin bref. Le jeu voilà est simple mais a une très belle profondeur. À 2 il y a énormément de contrôle parce que ça va faire un peu à la Seven Wonders Duel, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes comme ceci. Donc quand vous allez demander à votre adversaire de jouer, il ne pourra forcément que jouer une carte qui est accessible. Et vous pouvez lui demander de jouer une carte, il va décider de prendre celle-là, il ne sait pas lui-même ce qu'il y avait. Okay. Et ça libère celle-ci. Donc à 2, vraiment la variante est vraiment extrêmement viable. Donc je le recommande beaucoup en petit jeu de cartes pas cher, très portatif et très accessible. Je pense que le 14 ans est justifié par rapport au fait que ça peut être complexe si au travers des dilemmes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Oui, 14 ans, je ne sais pas pourquoi il y aurait eu cette valeur-là. J'aurais dit 10. C'est plutôt à partir de 10 ans, effectivement. Voilà, 10 mais comme la réflexion peut être, comme beaucoup de jeux de pied, comme souvent, c'est très subtil. Voilà, c'est ça. Peut-être que cette subtilité est désignée par l'âge de 14 ans et plus. Mais 10 ans, c'est bon. Ouais, je trouve que 10 ans c'est bien et c'est par Wolfgang Werner et illustré magnifiquement par Maxime Hersault. Voici notre petit jeu de cartes donc. On avance avec une extension de Cosmopolite, enfin une extension comprenant 3 extensions, et oui mes chers amis, c'est deuxième service. Alors dans cette extension, voilà, c'est à partir de 7 ans, un Cosmopolite, je le rappelle, de 4 à 8 joueurs et pour 6 minutes de partie. 6 minutes pourquoi? Eh bien parce que c'est un jeu en temps réel où vous allez incarner l'équipe d'un restaurant le plus cosmopolite au monde, c'est-à-dire que vous accueillez des clients de tous les horizons qui ont chacun leur pas jargon, leur langue, leur dialecte. Leur dialecte. Merci Alex, je perds mes mots, dis donc. Là, on va rajouter du coup 3 extensions. Une, c'est les petits chefs. En fait, ça permet aux enfants quand ils jouent avec vous de pouvoir mieux s'adapter. Souvent, les enfants ils jouaient la serveuse, qui est le rôle le plus simple. Oui. Plutôt que d'aller chercher dans les cartes et lire des trucs phonétiquement écrits, etc. C'était un peu plus galère. Et ben là, du coup, grâce aux petits chefs, ils vont avoir des cartes avec qui pourront être cuistots, donc avec les noms des ingrédients, etc. écrits en phonétique, voilà. Okay. Mais plus simple, ils auront moins de choses sur les cartes, etc., etc. Donc voilà, c'est fait exprès pour pouvoir intégrer les plus jeunes et que surtout ils ne soient pas cantonnés qu'au rôle de serveuse. Voilà. Ensuite, on a les grands chefs.
Les grands chefs, eh bien, ça va un peu forcer eh bien, tout le monde à interagir. C'est-à-dire que la serveuse va devoir donner beaucoup plus d'indications aux cuistots et les cuistots vont donner plus d'indications à la serveuse et au maître d'hôtel. On va surtout voir ça par rapport au fait que, eh bien, des fois, il y a des plats où on va trouver le nom de l'ingrédient dans la carte de quelqu'un et il y aura l'ingrédient écrit à côté. Et l'autre, sur sa carte, il y aura exactement le même ingrédient mais avec une cloche, je sais pas, la cloche C. Et en fait, ces deux personnes vont devoir communiquer et donner leurs deux cartes et donc la serveuse aura encore plus de données à rentrer. Elle va devoir cliquer et sur le bon ingrédient et sur la bonne cloche, etc. etc. Et enfin, les boissons comprises, eh bien, vous avez des boissons maintenant que vous pouvez, si vous voulez, servir. En gros, il va y avoir un plat et au milieu, vous avez des cartes boissons que chacun sera réparti équitablement. Et vous allez devoir surveiller si ce plat n'apparaît pas sur votre carte boisson. Si c'est le cas, ce plat doit s'accompagner d'une boisson. D'accord. Et quelle boisson? Ça, c'est la serveuse aussi, quand elle va dire sur son application oui, ça s'accompagne d'une boisson. Il y a deux sommeliers qui vont venir et qui vont lui dire deux noms de boissons. Ok. Les noms et qu'elle doit dire ok, vous m'avez dit quoi comme boisson? Quelle est qu'elle? Ah d'accord, bon bah ça doit être celle-là. Et évidemment, si vous ne servez pas la bonne boisson, on perd des points. Si vous ne servez pas de boisson alors que ça devait être accompagné, vous perdez des points. Et en plus, dans ces deux modules-là, vous êtes obligé de faire la plonge, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous devrez récupérer et les cartes de table et les cartes d'ingrédients parce que vous pourrez les re-rencontrer dans le reste de la partie. Alors que d'habitude, une fois qu'elles sont utilisées, vous les mettez de côté. Voilà, donc ça demande de la maintenance. Donc tout pour plus de difficultés, sauf pour les petits chefs qui sont faits exprès pour justement un peu baisser le niveau de difficulté et amener les plus jeunes. Ensuite, une autre extension. Oui, on enchaîne. Alors attention, désolé, les grignettes, on laisse de la place. Oui, Nouvelle Contrée, je suis trop contente parce que j'adore Nouvelle Contrée, c'était mon coup de cœur de l'année 2021. Vous pouvez vous souvenir de ma magnifique vidéo et si c'est pas le cas, allez la voir. Donc, aventure thématique. On a dedans 4 façon de jouer, en plus de 45 marque-pages, cité perdue, mission, péripéties, tout ça. Ça c'est voilà, c'est ajouté ici, hein, nouvelle cité perdue, des nouvelles belles images, etc. Ça c'est une extension classique, mais en plus vous allez avoir l'extension fantasy. Fantasy, vous allez avoir carrément une carte que vous allez parcourir, qui est comme ceci, je crois. Hop là. Voilà, ça va vous faire un petit chemin. Vous allez avoir un petit jeton ponctuation et vous allez, eh bien, en tant qu'éclaireur, donc celui qui lit, choisir où vous allez aller. En fonction de là où vous allez avoir des sortes de contraintes et des manières de jouer. Par exemple, dans la cité du mage Uscule, c'est trop drôle, c'est toujours que des mots comme ça, eh bien, vous allez avoir des contraintes pour jouer. Sinon, quand vous réussissez des quêtes justement dans ces lieux légendaires, vous aurez des signets. Hop là, c'est ceux-là normalement, des signets spéciaux, voilà, il faut les collecter pour pouvoir accéder à la cité perdue à la fin. Donc déjà, vous allez devoir accomplir des missions et des quêtes avant de pouvoir accéder à la cité perdue. Okay. Sinon, vous ne pouvez pas. On va avoir sinon aussi l'aventure horreur. L'horreur, c'est oufissime. À 20 pages ou 10 pages derrière vous, avant vous, au tout début du livre, il y a la chose qui vous suit. Elle vous suit dans les pages du livre. Et elle veut vous croquer. Oui, elle est méchante et elle fait peur. Moi, je la trouve super stylée. Et en gros, vous allez avoir des cartes, voilà, des cartes frayeurs qui vont se mélanger avec votre pioche d'exploration, quoi, de petits marque-pages. Okay. Et en gros, quand vous le tirez, eh ben, vous allez faire avancer la bête. Quoi qu'il arrive, la bête avance toujours à chaque fin de tour. Ok. Voilà, elle avance de 5 et en plus, elle avance encore plus en fonction des malédictions qu'elle vous aura posées, qui sont ici. À chaque tour, vous rajoutez une malédiction dans les missions à accomplir. Vous savez, celle-ci, ben, vous pouvez essayer de la résoudre. Si vous n'y arrivez pas, par contre, vous perdez des points de vie. Et à la fin, quand la bête doit avancer, elle avancera de 5 plus autant que le chiffre indiqué par les malédictions qui sont toujours dans la file et que vous n'avez pas réalisé. D'accord. Donc c'est pour ça que vous allez essayer de vous grouiller de faire ces malédictions pour pas que à chaque fin de tour elle avance trop vite et qu'elle vous croque. Si à un moment elle arrive au campement, eh ben elle croque quelqu'un et son personnage meurt. Alors vous pouvez toujours jouer mais vous pourrez plus être le lecteur. Puis après si elle vous rechoppe, il y a 2 personnages qui meurent et si elle chope tout le monde, on a tous perdu, bien évidemment. Voilà.
Et on a aussi l'extension SF, donc science-fiction. Vous allez croiser au milieu de vos petits marque-pages des portails qui vont vous faire, eh bien oui, au début de la partie, vous allez préparer non pas un livre à explorer, mais un tas de 9 livres en plus que vous mettez à côté de votre table et que vous allez explorer au fur et à mesure de la partie. Il y a plein de fois où des portails vont popper dans votre pioche et vous forcer à aller visiter d'autres livres, donc d'autres univers. Et à la fin, vous devez quand même réussir à revenir dans le livre de base, sinon vous ne pourrez pas explorer la cité perdue, quoi. En gros, votre chemin est perturbé par des portails interdimensionnels. Et enfin, vous avez le polar où vous allez pouvoir enquêter sur l'infâme Von X. Voilà, qui en gros quand vous validez une exploration et que du coup vous avancez dans le livre, et bien là où vous étiez avant, vous laissez un crime en gros, une enquête possible. Et donc le prochain joueur a le choix soit d'avancer dans le livre, soit de décider d'aller enquêter. Et les enquêtes en gros ça vous voyez c'est vraiment mes mots ce soir, je suis navrée. C'est une contrainte pour le lecteur, voilà. Et après, il y a une question que à laquelle les autres doivent répondre. Juste, s'ils peuvent, on gagne, on avance dans l'enquête, et c'est bien parce qu'à la fin, il faut avoir réussi à résoudre assez d'enquêtes pendant la partie pour avoir accès à la cité perdue. Si on n'y arrive pas, l'enquête est défaussée, il faudra en faire des prochaines. Donc voilà les 4 modules qui s'ajoutent grâce à Nouvelle Contrée Aventure thématique. Ça, ce que vous voyez, c'est la mienne que j'ai déjà achetée et que je m'en vais très vite jouer. Et je crois que c'est tout. Et la suite de cette vidéo se poursuit au rayon enfant. C'est moi qui présente le jeu là du coup? Oui, après il y aura un jeu pour toi, Alex. Ouais. Super, merci. Et nous commençons avec Tréfuté Kids, donc distribué par Schmitt. C'est donc ni plus ni moins que la version pour enfants de Tréfuté à partir de 5 ans pour 2 à 4 personnes et évidemment des temps de jeu assez courts avoisinant un quart d'heure. Donc là on reprend la formule des roll and write, des roules et gribouilles, il y a des jeux où on lance des dés et on va faire des petites coches, on va écrire des petites choses sur sa fiche individuelle. Donc pas de surprise évidemment, nous avons donc chacun notre petite fiche, il va y avoir des dés, donc la thématique c'est une fête d'anniversaire, c'est plutôt cool je trouve comme thématique pour un jeu enfant. Il va y avoir des dés avec des faces de différentes couleurs et sur ces faces de différentes couleurs il va y avoir des symboles, donc des ballons, des bougies, etc., des cadeaux évidemment. On va avoir chacun sa fiche individuelle avec des zones de couleurs. Comme dans les Tréfutés, on va avoir donc un joueur actif qui va jeter les dés. Cette personne va choisir tous les dés d'une même couleur. Je choisis une couleur, je prends tous les dés correspondants. Les autres dés vont être pour les autres joueurs, donc il faut faire attention évidemment à ce que je laisse aux autres joueurs. Et donc je vais aller bien sûr cocher des choses dans ma fiche, selon si les symboles me le permettent, dans la zone de la couleur que j'ai choisie. Attention, quand je choisis des dés d'une certaine couleur, si il y a des symboles qui ne seront pas utilisés, qui ne me serviront à rien, je vais devoir aussi les rendre aux autres joueurs. Donc là, c'est bien beau des fois de prendre précisément le symbole qui vous intéressait dans le vert, mais si vous avez pris 3 dés verts et que les 2 autres servent à rien, faites attention parce que ça laisse beaucoup de dés pour vos adversaires. Les règles sont évidemment éminemment simples. Je trouve ça très malin ce petit twist de vraiment je prends des dés mais finalement ce qui va pas me servir du tout et laisser aux autres joueurs. Oui. Et là on va retourner sur les classiques Tréfutés, donc des zones où il vous faudra forcément tel ou tel symbole dans tel ordre pour pouvoir progresser, des zones où il faudra compléter des lignes, des colonnes, il y a des zones où il faudra faire des paires d'un même symbole. Voilà, vraiment on retrouve les classiques mais c'est vraiment bien pensé, donc une superbe initiation au jeu de roule et gribouille qui est le Tréfuté Kids, toujours de Wolfgang Warsch évidemment. Juste à côté, un jeu dont je vous ai pas mal parlé. Je dis jeu, alors et les collègues aussi, mais pourquoi? Parce que déjà j'ai fait le focus en compagnie de vous deux d'ailleurs, de Alice et Alex, tout à fait. Et j'en parle dans mes vidéos coup de cœur de l'année 2022, puisque j'ai adoré Dor Dragon d'Or. On l'a dit et je le redis, cette année, les jeux enfants, c'est le feu, mais vraiment les jeux enfants de 2022 sont fantastiques, il y a plein de choses très intéressantes, et celui-ci est proposé par Gameflow, c'est un jeu de Jean-Philippe Sahu et Elodie Bénard. Alors je crois qu'Elodie Bénard fait les illustrations, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et donc c'est un jeu coopératif dans lequel nous jouons des aventuriers, des petits aventuriers, mais qui sont mignons, mais alors d'une puissance. Merci beaucoup, c'est Alice qui me tient le micro, il va falloir qu'on trouve une solution. Hop là, ils sont vraiment trop mignons. Je sais qu'évidemment Alice, toi tu vas jouer celui-ci, n'est-ce pas? Hop là, je pense que si on met le micro comme ça devrait le faire. Oui. Yay. Nous allons rentrer dans la grotte du terrible dragon d'or, qui dort évidemment, pour aller récupérer des objets. Alors nous on est des
On est des petits animaux de la forêt quand même, hein. C'est-à-dire qu'on est des aventuriers. Quand on va dans la grotte du dragon, c'est pas pour prendre le trésor, les pièces d'or, on s'en fiche complètement. Nous allons avoir un petit assortiment d'objets un petit peu hétéroclites comme ça à récupérer. En début de partie, je reçois, quand je dis jeu, ça va être la même chose pour chaque joueur, je reçois 5 petites cartes comme ceci. Je les mets dans une disposition où je n'aurai plus le droit de les changer d'ordre. Il va falloir que je les mémorise, puisque une fois que tout le monde aura mémorisé, on va cacher les cartes comme ceci. On va lancer le sablier, 3, 2, 1, hop là, on retourne le sablier, et là on va les fouiller. On va les fouiller, on dit ok, oh bah super, c'est trop bien, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé le casque de samouraï. Ah, mais est-ce que c'est le bon casque de samouraï? Mais oui, parce que dans le jeu, il y a des pièges, il y a des objets qui se ressemblent, mais en fait, c'était pas tout à fait ça. C'est pas grave, je le mets là, il faudra le mettre en face. Parce que si vous ne le mettez pas au bon endroit, vous l'avez trouvé, certes, mais ça marchera pas. Chaussettes, est-ce que quelqu'un a besoin de chaussettes? Non, ok, je remets là. Et bien sûr, si on a mal communiqué, 2 secondes après, il y a quelqu'un qui va prendre chaussettes, est-ce que quelqu'un a besoin de chaussettes? Mais non, on t'a déjà dit, hop, voilà, mets-le dans le coin. Il va y avoir des petits pièges, voilà, comme ceci. Ces jetons qui sont double face, donc vous allez le prendre, ça vous intéresse pas, vous allez le jeter un peu plus loin, puis il va revenir pas là, puis vous allez le reprendre, et puis vous allez le retourner. Ah mais non, ça sert à rien. Le jeu va vous faire perdre du temps, le jeu va pas être facile avec vous, puisqu'il y a des objets qui se ressemblent, il y a des objets qui vont être vraiment pas faciles à trouver. À la fin du sablier, le guetteur va nous dire stop. Alors guetteur, c'est un rôle un peu particulier. Il y a une personne à chaque manche qui est le guetteur, ça va changer, hein, c'est pas toujours la même personne. Cette personne est chargée de retourner le sablier, de surveiller le sablier et de nous dire quand il faut qu'on sorte de la grotte. Et cette personne, en contrepartie, vu qu'elle regarde un petit peu si le dragon se réveille pas, elle n'a pas le droit de fouiller là-dedans. Mais elle doit aussi compléter sa ligne. Et pour ça, elle va faire appel aux autres joueurs. D'où la communication une fois de plus. Parce qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à cette personne. Si on l'oublie, ça peut être catastrophique. Catastrophique pourquoi? Parce que quand on va récupérer les objets, on va dévoiler comme ceci. Ah trop bien, j'avais pris le bon casque. Il va falloir que vous fassiez un score plus proche possible du 5 sur 5. Donc là, il m'aurait fallu la bombe, le casque c'est bon, il m'aurait fallu la bonne épée, la bonne lanterne, le bon sac à dos. Parce que si vous n'avez pas l'élément, ou si l'élément n'est pas le bon, on va faire progresser ici le dodo d'une écaille. Alors il part de la queue comme ceci, il va avancer d'écaille en écaille, et quand il va arriver au bout comme ceci, il va réveiller le dragon, et donc on a perdu. En plus de ça, on va jouer 3 manches. À chaque manche, on va devoir choisir une contrainte supplémentaire. Donc à la manche 2 et 3, ça peut être des rêves. Les rêves, les rêves c'est sympa dans la vraie vie, mais là les rêves ils vont un petit peu vous embêter. Ça va être donc des contraintes tout simplement. Alors les rêves c'est des contraintes plutôt cool, ça va. Normalement vous devriez arriver à vous en sortir. Vous pouvez être un petit peu courageux, ou vous avez fait avancer un peu trop la bulle et vous souhaitez la faire revenir en arrière. Et bien pour ça il faut choisir les cauchemars. Les cauchemars vous permettent de revenir en arrière d'une case avec la bulle, mais par contre ce sont des contraintes beaucoup plus difficiles. Et voilà, et donc si au bout de 3 manches, eh bien le dragon ne s'est pas réveillé, c'est parfait, on a gagné tous ensemble. C'est presque un jeu de survival, c'est un jeu de survie, il faut pas réveiller le dragon, si on réveille pas le dragon, on a gagné. Et la tension est présente, et c'est génial de voir qu'on arrive à s'organiser, à communiquer avec des gens avec qui au premier abord vous étiez dit oh là 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 là, ça va être une catastrophe. Alors il se peut que ça soit une catastrophe, mais on se rend compte qu'on peut être très très bon dans la communication. Voilà d'or. Donc d'or, dragon d'or, le jeu du dragon d'or qui dort. Et je passe la main à Alice. Aïe, moi je passe aux pirates, les pirates éléphants, voilà. Et en fait on est des petits éléphants sur un bateau pirate et on vole le trésor du capitaine Girafe. Voilà, le terrible capitaine Girafe. C'est marrant, il n'est pas sur la couverture, je crois que c'est son assistant poulpe, mais il n'y a pas le capitaine Girafe. C'est à partir de 5 ans, c'est un petit jeu enfant, nous on l'a testé à Vichy, on a adoré avec Fanny et toi Alex. Oui. 15 minutes de jeu, parce que c'est pour les enfants. 2 à 4 joueurs. C'est compétitif. Chacun va aller fouiller dans le trésor en essayant de ne pas se faire gauler. Il va avoir qu'un seul perdant et tous les autres vont gagner, sauf un cas très rare où il n'y a qu'un seul gagnant, mais c'est vraiment très rare, les probabilités sont contre ça. On va chacun se positionner sur les petites planches qui sont aimantées. Le bout est aimanté, ça déjà c'est génial. On se place ici chacun et on va piocher, aller fouiller dans le coffre du capitaine Girafe qui est ici. Et on va les ouvrir au fur et à mesure en affichant sur cette petite plateforme. Ah bah là on le voit, le capitaine Girafe. Il est là. T'as vu comment il nous ziote là, il est genre toi tu es suspect. Et donc le premier joueur va révéler une première carte. Il peut décider de continuer. C'est un jeu de stop ou encore et de prise de risque. S'il continue, c'est cool. Plus il va loin et plus quand il va s'arrêter, eh bien il va pouvoir imposer des caisses, des petits jetons comme ça en bois à mettre sur les planches des adversaires. Par exemple, j'en sors 3 comme ça, je me dis
ok je m'arrête, du coup tout le monde va devoir poser 2 petits jetons sur le bord de sa planche. Chacun l'agence comme il veut, il essaye de faire un peu contrepoids, d'équilibrer, voilà, là il y en a 2 d'un coup, lui il en a fait 3, mais bon si on pouvait faire un ponton peut-être que ça équilibre le poids. Côté adresse quoi. Voilà, il y a adresse, équilibre, etc. Mais si par contre à un moment il continue et il y a 2 fois le même symbole qui sort sur cette plateforme, eh bien il va devoir avancer son éléphant de 1 pas vers le bout de la planche. Alors forcément même s'il n'y avait rien au bout, au bout d'un moment le poids de l'éléphant boum ça tombe, mais en plus plus vous aurez mis de caisses là sur le bord et plus quand vous avancez plouf dans l'eau et hop vous passez par-dessus la planche. Et donc c'est là où en gros dès qu'il y en a un qui plonge dans l'eau, il a perdu, tous les autres ont gagné. Le seul moyen d'être le seul vainqueur, c'est de réussir à sortir 6 objets différents, sachant que dans le jeu, il y en a 7 différents. Donc autant vous dire que la proba, elle est contre vous, mais ça peut, et si vous arrivez jusque-là sans vous faire éliminer, parce que vous avez doublement le même symbole, et ben bam, il y a une petite couronne, vous avez gagné tout seul, vous êtes le grand gagnant de la probabilité, bravo à vous, vous pouvez aller jouer au loto. Je pense que j'ai tout dit sur la planche des pirates, je laisse Antoine derrière le comptoir. Et nous voici derrière le comptoir, j'espère que cette vidéo vous a plu pour l'instant. On va rattraper un petit peu des petites choses qu'on avait un petit peu oubliées la semaine dernière, mais c'était là et c'est toujours là. Il y a donc Wolverine pour Marvel Champions. Wolverine, donc un nouveau héros qui apparemment il peut payer le coût de ses attaques avec ses points de vie. C'est cool, c'est thématique. On ne doute pas qu'il y a des grosses attaques qui font bien bobo, parce que c'est Wolverine quand même. À savoir Serval en version française, n'est-ce pas? Nous avons ici Storm. C'est quoi déjà son nom en version française? Tornade. Tornade, mais oui, Ouais. Tornade. Oh là là. Ça va, Tornade, ça passe. Qui va pouvoir, bien sûr, vous en doutez, influencer sur la météo, et ça peut influencer aussi bien ses alliés que ses adversaires. Et pour terminer, nous allons avoir Mojo Mania comme ceci. Alors, Mojo Mania, c'est Mojo en tout cas, donc c'est le monsieur moche là, ici. Hein. Je le connais pas plus que ça, parce que j'ai pas lu de comics où il est, mais en gros. Lui, son délire, c'est qu'il a une planète ou une dimension à lui, je ne sais plus, où il passe son temps à faire des émissions de télé-réalité avec des gens qu'il a enlevés un peu à droite à gauche dans la galaxie. Il se trouve que de temps en temps, quand les scénaristes n'ont plus d'idées, c'est les héros qui sont enlevés et qui terminent dans les émissions de Mojo Mania. Et ben là, il va se passer quoi? On va donc passer de plateau en plateau, et donc eh bien, dans la campagne, dans le scénario, il va y avoir différents styles d'émissions que l'on va traverser. Voilà ce que je peux vous dire en gros sur Mojo Mania. Je m'attendais pas à le voir celui-ci, mais bon, je dois avouer que c'est cool. C'est assez inattendu. Hop. Alors que Wolverine et Storm, quand même. On vous avait dit que on n'avait pas tout reçu, que c'était bizarre, que bon, tant pis, on va faire avec. Et ben ouais, on a fait avec, mais on a fait mieux que ça. On a quand même réceptionné le reste finalement. Donc on a toute la saison 1 de Dice Throne. Je suis happy. Je suis très content. Il va y avoir bientôt la saison 2. Attention, quand je dis bientôt, a priori, c'est peut-être pas pour Noël. Aïe. Ah non, 2023. On est plutôt sur du 2023, mais ça va bien finir par arriver. En attendant, si vous les avez déjà, vous pouvez continuer à faire joujou avec sans fin, et si vous les avez pas, eh bien sachez que c'est bon, c'est dispo. Hop. Le retour de toutes les extensions, oui, toutes les extensions de Everdell pour la plus grande joie d'Alice. Et pas que d'Alice, parce que qu'est-ce que c'est bien Everdell, avec, waouh, la nouvelle tranche Matago. Regardez-moi comme elle est élégante, cette tranche. Elle est magnifiquement élégante. Je dis toutes les extensions, toutes celles qui sont sorties jusqu'ici, d'accord? On est sur du retour en stock. Hop. Il va y avoir également cette semaine une sortie, et là je suis heureux. Je vais essayer de ne pas retomber dans le mal mais qui est si bon, parce que Magic c'est bien, c'est la nouvelle sortie de Magic, c'est la guerre fratricide. C'est une extension qui va être orientée sur les artefacts. Ils nous le font Magic, hein, tous les 3-4 ans, allez hop, extension artefact, bim. Mais alors là c'est pas pour n'importe quoi, puisque pour les fans de Magic, et pour les non-fans, hein, je vais vous l'apprendre, la guerre fratricide, c'est vraiment le point de départ de toute l'histoire de Magic. Donc l'histoire qu'on vous raconte, alors j'allais dire depuis 1993, sortie de Magic, oui et non, parce qu'au début l'histoire était un petit peu floue, mais enfin ils ont rapidement réfléchi à quelque chose. Et donc il y a toujours eu ces histoires d'artefacts. Il faut savoir que la majorité des histoires d'artefacts qu'il y a eu dans Magic viennent de la guerre fratricide, et en gros c'est le combat entre Urza et son frère Mishra. Et ce sont des maîtres artificiers, donc c'est des magiciens qui contrôlent des robots, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on retourne comme ça dans le passé? Eh bien parce qu'il y a un de mes magiciens préférés, Teferi, qui est le magicien du temps, qui est remonté dans le passé, parce que
ça allait pas du tout. Les grands méchants avaient gagné, il va essayer de changer le cours des événements. Donc là on se dit quoi? Voyage dans le temps, dans Magic, mais c'est n'importe quoi. C'est déjà un multivers, d'accord? Donc voyage dans le temps ou pas, c'est pas grave. Bref, il va y avoir forcément, vous en doutez, énormément de mécaniques qui vont tourner autour des artefacts. Nous allons avoir 2 nouveaux commandeurs, donc pour chacun des 2 magiciens, et comme d'habitude, des boosters d'extension de draft, et le petit bundle. Attention, dans tout ça là, ici, on va pouvoir trouver des cartes Transformers. Oui, Transformers. Les messieurs qui ne sont en fait des voitures et des camions, vous allez pouvoir trouver des cartes Transformers là-dedans. C'est artefacts, ça passe, pourquoi pas. Ils sont à fond, hein, Magic en ce moment. Oui. Récemment, on a eu les Warhammer 40 000, là c'est du Transformers. Ils sont un peu en roue libre, et je dois avouer que c'est pas pour me déplaire en fait, c'est plutôt cool. Bref, voilà donc pour la sortie de Magic. Dis Antoine, tu te mets combien en jeu des cartes Bordeaux? En jeu des cartes Bordeaux, combien est-ce que tu me mettrais toi, Alex? 4? Je me mets 4? Bon bah je me mets 4, allez hop. Alors, le jeu le plus vendu par le magasin entre 2020 et 2022 a-t-il été Codenames, Skyjo ou Munchkin? C'est pas facile. Mais plutôt que vous donner réponse, je vais vous laisser la mettre en commentaire. C'est comme ça qu'on a plein de commentaires dans nos vidéos et qu'il y a plein de gens qui les regardent. Ce sont des petites cartes promo, TTMC, TTMC 2. Donc vous allez pouvoir repartir avec la petite carte promo si vous achetez l'un ou l'autre, ou si vous nous achetez plein de jeux et que vous êtes super sympa, vous l'aurez quand même évidemment. Et donc c'est un TTMC, tu te mets combien sur jeu des cartes Bordeaux? Voilà, donc on vous laisse mettre la réponse en commentaire. Qu'y a-t-il à gagner? Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour nous faire plaisir, mais sachez que bientôt il va y avoir un concours lancé sur Instagram par Alice, et donc c'est le concours de fin d'année d'Instagram. Oui, comme d'hab, le calendrier de l'avant, toujours. Voilà, ça va être très sympa. Vous ne pourrez y participer que si vous avez mis un commentaire et que vous êtes abonné et que vous avez mis un pouce en l'air. Non, c'est pas vrai, vous pourrez participer quoi que vous fassiez, mais faites-le, c'est sympa quand même. Ok, je reprends où j'en étais. Cette semaine, nous avons RPG Audio Box de Eldercraft par Fibre Tigre et Jean-Baptiste Lullien. Et ici, c'est Maxime Ledin et HP Lovecraft. Ok. Qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un petit ovni. Je vais vulgariser. Je vais vous dire que c'est le mélange entre un livre audio, pensez Audible hein, par exemple, et un livre dont vous êtes le héros et un jeu de rôle. En gros, vous allez donc bien écouter un livre audio qui est scripté, vous allez pouvoir prendre différents embranchements dans l'histoire avec un personnage, façon jeu de rôle, dans 2 univers. Ici, celui du mythe de Lovecraft, Cthulhu, plus précisément ici, Innsmouth. Innsmouth, c'est des gens qui ont mangé trop de poissons et ça a fini par avoir une mauvaise influence sur eux. Voilà ce que je peux vous dire en gros. Et Out There, c'est un univers de science-fiction par Fibre Tigre, qui est une personne extrêmement productive dans le monde du jeu de rôle et des univers narratifs. Et Out There, c'est son univers de science-fiction. Il y a eu plein de choses dessus parce qu'il y a déjà eu le Pacte d'Innsmouth et Out There l'Exil sous d'autres formats. Je crois qu'on en a même peut-être encore à la boutique. Oui. Il y a eu des bouquins. Out There, moi j'ai joué aux jeux vidéo. Vous pouvez y jouer sur Steam. Voilà, pourquoi pas. Hop là, donc c'est un univers assez complet. Je ne l'ai pas fait, j'en suis assez curieux, je ne vous cache pas, parce que peut-être que c'est peut-être que c'est une future formule narrative qui finira par prendre racine et rentrer dans nos habitudes de jeu. Pour terminer cette vidéo, la clé d'Astoli. Vous dites mais non, mais ça c'est déjà sorti, on l'a déjà vu. Certes, c'est déjà sorti. Il faut savoir donc que c'est un bouquin de Fanelia et Taharn. Fanelia qui a fait les puzzles enquête, chercher, trouver des trucs avec Baptiste du Passe-Temps. D'accord. Voilà, puzzle que nous avons déjà proposé à la boutique, que vous pouvez nous demander. Alice oui, le petit chaperon rouge, je crois. Exactement. Fanelia donc qui a bossé sur la clé, c'est du livre enquête, c'est du livre avec plein de choses à découvrir, notamment vous allez avoir hop comme ceci, une espèce de petit alphabet de glyphes qui va vous permettre de déchiffrer des choses. Vous allez avoir à l'intérieur une petite lampe UV, donc il revient dans un nouveau format. Avant, la lampe UV elle était à part, il fallait qu'on la distribue en caisse. Des fois, il y a des gens qui partaient sans. Le livre, il n'était pas sous protection. Des fois, lors du transport, il était un petit peu abîmé. C'est dommage parce que c'est un très très bel objet. En plus d'être un bel objet, parce que vraiment les illustrations sont magnifiques. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur internet. C'est des super énigmes. Et donc là c'est bien, il est en nouveau format, il y a tout ce qu'il faut dedans. Pourquoi est-ce que j'en parle? Déjà parce que j'ai décidé de le restocker. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de le restocker et de vous en parler? Ah mais pas pour rien, parce que il y a Fabien Olicard qui en parle sur sa chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas Fabien Olicard, il faut connaître Fabien Olicard, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un mentaliste avant tout, mais créateur, créatif, ce qu'on appelle influenceur, mais aussi écrivain, enfin plein de choses.
un créatif, va-t-on dire, et qui est spécialisé dans tout ce qui est mental, mémoire, enquête, escape game, c'est un petit peu sa spécialité, et il en parle très très bien. Donc voilà, plutôt qu'épiloguer là-dessus, eh bien je vais vous dire d'aller voir sa vidéo qui parle de la clé, parce que waouh, il en parle très très bien. Il y a de quoi, hein, c'est vraiment, c'est un très bel objet. Voilà donc pour cette vidéo qui arrive à son terme. Je fais toujours le petit check de fin de vidéo, comme ça, c'est bon, tout est bon. La vidéo arrive à son terme, on va vous dire à la semaine prochaine, mais Alex, avant, on va vous présenter un jeu. Non, je plaisante. On se retrouve pour un focus sur Au Griffonfon. Salut à vous et bienvenue dans ce focus sur Au Griffonfon. Salut Alice. Salut Antoine. Donc, c'est un petit jeu de la gamme Micro Games, gamme qu'on adore. Franchement, il y a plein de choses hyper intéressantes dedans, notamment des solos très très cool. Et ben celui-ci en fait partie, on a tous les deux adoré, parce que le mécanisme de jeu est vraiment très intéressant, hein. C'est vraiment une mécanique qui est très cool, avec plein de petits combos et de prise de risque et de l'agencement de la logique, mais aussi parce que les illustrations sont franchement très sympas. C'est franchement, alors avec l'île des prédateurs, je pense que ça fait partie de mes préférés dans cette gamme. Il y a un petit côté un peu Ghibli, comme on dit en France, Ghibli, enfin le studio japonais. Il y a un petit peu ce côté-là, tu trouves pas? Ah ouais, non, mais de fou. Ça marche pas tout seul. Et donc voilà, vous avez pu voir les illustrations, elles sont vraiment très sympas. Il y en a plein de personnages différents, parce qu'en fait c'est un petit peu le cœur du jeu. Et il y a ici un bar. À côté, il va y avoir une auberge, la fameuse auberge au Griffonfon. C'est une tour dans laquelle on va envoyer les personnages dormir, parce qu'ils sont un petit peu avinés. Il va falloir faire en sorte que ça finisse pas en bagarre, que les gens aillent pas dormir dans la forêt, parce que sinon, ils nous laissent pas les petites pièces d'or. Et les petites pièces d'or, Dieu sait qu'on aime ça. On va essayer d'agencer tout ça. Alors comment ça va fonctionner? Mais c'est vraiment hyper simple. Nous avons ici une pioche, on va tirer 4 cartes au hasard. Là, ils sont au bar, ils sont en train de boire, de manger, etc. On va envoyer quelqu'un au lit. Il est temps de l'envoyer au lit, il est plus supportable. Donc ces personnages, ils ont chacun des petits symboles, des petites caractéristiques. On voit par exemple ici le doppelganger, que lui, il est plutôt là pour manger, mais il est aussi là plutôt pour la bagarre. Donc ça peut dégénérer. On va voir, ils sont tous là pour manger. Ah non, le nain sou, évidemment, il est plutôt là pour l'alcool, mais il est aussi là pour la bagarre. C'est un nain, c'est normal. Le satyre angoissé, lui, il est là pour manger aussi, et lui, il pue. Voilà, ça peut être problématique également. Et on va voir sur le côté que, ils ont tous des petits déclencheurs qui font qu'ils peuvent partir de l'auberge, mais ils peuvent aussi emporter des gens avec eux. Donc ça, il va falloir faire très attention. Donc, comme je l'ai dit, on va envoyer quelqu'un au lit. Moi, je propose qu'on envoie, hop là, les triplés gobelins. Alors lui, il est tout seul, mais on le sait, parce qu'on a déjà joué qu'il y en a 3, et ils vont bien vous embêter, parce que quand il y a les 3, ils se battent, et ils s'en vont, et ça fait 3 personnes en moins. C'est l'apocalypse. On va le mettre au sommet de la tour. Le sommet de la tour, actuellement, c'est le niveau 0. Donc hop là, il fait son niveau 0. On va regarder s'il y a un des effets de déclenchement. Là, il y a marqué, s'il y a 3 gobelins dans l'auberge, petite flèche. On n'a pas besoin de se soucier de ce qu'il y a marqué en dessous pour l'instant, mais on le regarde quand même, ça va faire une bagarre, je vous l'ai dit, parce qu'il n'y a pas 3 gobelins dans l'auberge, tout va bien. On va donc, hop là, commencer une nouvelle phase de bas, on va tirer un nouveau personnage, et là on va regarder s'il n'y a pas le même symbole qui apparaît 3 fois, parce que s'il y a le symbole bagarre qui apparaît 3 fois, ça va créer une bagarre, s'il y a le symbole qui pue, qui apparaît 3 fois, ça pue beaucoup trop, ainsi de suite, et ça risque de faire fuir les gens qui sont en train de faire dodo. Donc lui par exemple, le triplé gobelin, on voit que lui, il pue énormément. Oui. Mais il n'aime pas le bruit, mais quand même un petit peu difficile. Et donc, à nouveau, là c'est bon, il n'y a pas de déclenchement, on va pouvoir envoyer un autre personnage. Donc on voit qu'on vient de faire arriver le moine en plein jeûne. Ça fait partie aussi du truc trop bien de ce jeu, c'est que les personnages sont un peu genre le doppelganger indécis, il y en a, ils sont vraiment what the fuck les noms. Ouais, les personnages sont drôles, on se raconte un petit peu une petite histoire. Si on a l'imagination fertile, on se raconte très facilement l'histoire, c'est très propice. Donc voilà, on envoie le moine en plein jeûne, et donc il va venir compléter la tour. Et s'il a de la nourriture directement au-dessus ou en dessous du moine, c'est le cas, parce que le gobelin, il est au lit, mais il est encore en train de manger des ailes de poulet tranquillement. Très mauvais move que tu viens de faire. Oui, c'est un très mauvais move, mais c'est pour l'exemple. C'était préparé à l'avance. Et donc là, on va voir ce que dit la petite flèche. Le moine quitte l'auberge discrètement. Hop là, il va dans la pile de défausse. Il est discret au moins. Parce que discrètement, c'est une bonne chose, parce qu'ils peuvent emmener du monde avec eux. Ça peut vraiment dégénérer, vous pouvez perdre énormément de monde d'un coup. Ça va pas être cool. Pourquoi? Parce que s'il y a 8 personnages qui s'en vont de votre auberge, c'est fini, c'est la cata, c'est la catastrophe, et vous avez perdu la partie. Vous avez 0 étoile sur TripAdvisor. Ouais, complètement, il n'y a plus personne qui viendra jamais, votre auberge est en feu, voilà. On va donc, ainsi de suite, continuer. Par contre, si nous arrivons à vider ici, ça amène la fin de partie, donc la fin de partie peut arriver beaucoup plus tôt si vous avez du monde qui s'en va, et si vous avez au moins 2 personnes dans l'auberge, on considère que vous avez gagné, mais évidemment, plus vous aurez de monde restant dans l'auberge, et plus vous ferez un score intéressant. Voilà en gros. Donc ce qu'on a aimé, on l'a dit, c'est les graphismes, ces personnages en couleur, ça combotte dans tous les sens. Il y a vraiment des gros dilemmes, parce qu'il y a des moments où quoi que vous fassiez,
Ça pue. Ouais, ça va être la catastrophe. C'est- Et on va essayer de minimiser la catastrophe. Mm. Et c'est aussi un jeu de chance, parce qu'il y a le tirage des cartes, et des fois vous allez avoir un tirage des cartes, mais vous avez la main de diamant, tout va Ah très oui. bien se passer, et des fois c'est une catastrophe, Il y a et les signes qui sortent tout est contre vous, et le plaisir l'enfer. du jeu est là aussi, parce qu'on se dit ok, je vais sûrement pas gagner, mais Ouais. je vais voir comment est-ce que je peux essayer de sauver les meubles. Ouais, des fois vous avez des bonnes surprises, hein, mais moi dès mon 3e tour, j'étais ok c'est bon c'est mort. Et en fait j'ai gagné, mais c'est tendu, c'est tendu. Et moi j'aime pas les solos d'habitude, hein, je suis pas une solitaire. Mais alors celui-là, mais l'éclatant. Vraiment, Ouais. tout Ouais, est oui. assez porteur. Un de mes préférés, Ouais. les jeux solo de la gamme Micro Games sont bien solides Ouais. hein, jusqu'ici. Ouais, J'espère même que ça va des continuer. prédateurs, ils. Ouais, génial les prédateurs, carrément. En plus ils jouent. On l'a pas précisé, mais c'est un jeu de Scott Ames. C'est la personne qui est derrière un certain nombre de Tiny, les Tiny Epic Quest, Galaxy, je sais plus précisément lesquels il a fait. Également derrière Warp's Edge, donc voilà, c'est quelqu'un qui aime un petit peu les cartes, Et les les jeux à boomerangs. combo comme ça, et Boomerang également. Oui. Voilà, donc c'est pas n'importe qui est derrière ce micro game qui va arriver fin novembre, si je dis pas de bêtises. Attention, on parle des illustrations depuis tout à l'heure et c'est Ardial qui illustre tout ça. Donc merci aussi à cette personne. Bravo, Voilà. parce que c'est choupi comme tout. C'est grave mignon. Bon bah, à bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux.